Alors, monsieur, bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir encore. Nous sommes le 13 juin 2023, une date qui va certainement rester dans l'histoire de notre pays, simplement du fait du décès de Ni John Frondi, le président du Social Democratic Front, un homme politique d'envergure qui a marqué l'histoire du Cameroun depuis la fin des années 80, et notamment avec son parti politique, le SDF. Il s'en est donc allé très tôt, pour du moins tard hier soir, dans la nuit de ce lundi à mardi. Et nous avons choisi de lui rendre un hommage à la dimension de ce qu'il a été pour l'histoire politique de ce pays. Des personnalités qui ont vécu cette période, qui pour certains sont proches de John Frondi, qui ont souvent cheminé avec lui, ont donc accepté de venir autour de cette table, faire leur témoignage et puis partager ce moment de l'histoire. Nous avons sur le plateau d'abord Moïse Gagnon. Il est aujourd'hui le responsable de la communication du SDF. Bonsoir Moïse. Bonsoir M. Dipita. Mais je veux que ce soit clairement dit, je suis Moïse Raymond Guidiol Ngan. Je ne voudrais pas que cela ne soit pas connu. Je suis Moïse Raymond Guidiol Ngan. Je suis effectivement membre du shadow cabinet du SDF en charge de l'information et des médias. C'est un honneur pour moi que de partager ce plateau que je n'ose pas qualifier avec des personnalités qu'on ne présente plus. J'ai directement en face de moi ma mère, Henriette Ekoué, combattante de la première heure et qui est resté jusqu'à ce jour, je peux le dire, très proche, très lié au président Ni John Frondi. J'ai à ma droite ici le bâtonnier, Maître Tchungang, que je salue. C'est un honneur pour moi de partager ce plateau avec lui. Et que dire de mon voisin? Je suis un enfant d'un Comoro, il est à 2 pas de moi, Cyril Sambaka, le président de l'AFP. Bonsoir, cher aîné. Et voilà, je crois que voilà, je l'ai laissé aller jusqu'à la fin. On va échanger convivialement et puis voilà. Je l'ai laissé aller jusqu'à la fin. C'est le seul et unique représentant du SDF ce soir. Donc, en d'autres circonstances, ce serait lui qui nous accueillerait dans la maison mortuaire. Merci infiniment d'être venu apporter la voix de votre parti, éprouvé. Mais vous avez accepté d'être des nôtres. Vous l'avez dit, Henriette Ekoué est également là. Henriette Ekoué, journaliste bien sûr, mais qu'on sait également militante, dont l'histoire du combat politique n'est plus à présenter depuis d'ailleurs son parcours à l'UPC et puis jusqu'aujourd'hui. Henriette a été, Moïse l'a dit, très proche du président Ni John Frondi. Bonsoir Henriette Ekoué. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Merci. Cyril Sambaka, bonsoir aussi. Bonsoir Dipita, bonsoir aux copanélistes et à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Vous avez été longtemps le vice-président national de l'UDC, à l'époque du président de regretter mémoire, lui également, le président Ndam Djoya. Dans le cadre de ce parcours politique, vous avez très certainement rencontré, côtoyé, vécu Ni John Frondi. Oui, un peu plus jeune, j'ai côtoyé toutes ces personnalités, que ce soit, n'est-ce pas, Samuel Eboa, que ce soit Ndam Djoya, Bernard Mouna, tous ceux-là qui ont contribué, n'est-ce pas, à ce que le vent de la démocratie puisse circuler, souffler au Cameroun. Que dire du bâtonnier Maître Charles Tchungang? Évidemment, à l'époque, beaucoup ne connaissent peut-être pas cette partie de l'histoire, en défenseur des droits de l'homme, qui a été président de l'OCDH en son temps, l'Organisation camerounaise des droits de l'homme, qu'on a beaucoup vu pendant cette période intense en activité politique, qui s'est mobilisé pour évidemment défendre les militants qui étaient pour certains pris entre les mailles de la police. Bâtonnier, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dipita et merci de m'avoir convié à ce plateau de souvenirs ou des souvenirs. Je voudrais profiter pour dire un bonsoir chaleureux à Henriette, Merci. dont l'histoire est fondamentale liée à l'évolution politique du Cameroun
à mon ami Sambaka, qui a repris avec un cheval différent le combat du regretté ministre Ndamjoya. J'ai dit bonsoir à mon co-panéliste et souhaiter une belle soirée à tous vos millions de téléspectateurs qui ce soir certainement le cœur un peu meurtri et des questionnements fondamentaux se souviennent de cet homme qui 33 ans plus tôt s'est révélé à la communauté nationale dans un combat épique qui a abouti à la restauration du multipartisme dans notre pays. On aura très certainement le professeur Aboya Manasseh Ndong depuis Yaoundé, le politologue, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre à travers, évidemment, ou du moins par téléphone. Il va également participer et contribuer dans le cadre de ce programme, on l'espère, le regard de ce politologue qui certainement fera une lecture de la vie politique de Ni John Frondi. Avant peut-être de rentrer dans les échanges, ce soir ce ne sera pas forcément un débat contradictoire, c'est davantage une forme d'hommage, de témoignage et de commentaires autour de la vie du leader, du chairman du SDF. On va peut-être prendre d'abord l'ambiance à son domicile. Ce matin, nos équipes de Yaoundé sont allées du côté de Soa où il vivait pour vivre ces moments difficiles. Dans sa villa mythique sur la route de Soa, certains sont sans voix, sentiment d'un regret. D'aucuns ont du mal à retenir leurs larmes. C'est le cas de sa sœur aînée, bonnet vert. Il pleut des larmes de part et d'autre. Les voisins et connaissances du chairman ne cessent d'arriver en catastrophe. Bientôt, il n'y aura plus assez de place pour accueillir tout le monde. Le chairman était très admiré ici. Quelques cadres du SDF qui lui sont restés fidèles jusqu'à sa mort n'en reviennent pas. Nous sommes fortement touchés et nous croyons que, ayant joué sa partition, le Tout-Puissant l'a aimé plus que nous et a voulu qu'il soit auprès de lui. Aujourd'hui, le chairman est certainement déjà près du Seigneur Tout-Puissant et la famille SDF est fortement touchée et nous pleurons notre guide qui est parti. L'ambiance du deuil se dessine progressivement. L'une de ses filles dépoussière le portrait de son géniteur. Pendant ce temps, quelques concertations ont démarré entre membres de la famille au Cameroun comme à l'étranger pour accompagner l'homme politique à sa dernière demeure. Voilà donc retour sur ce plateau pour dire également bonsoir au professeur Aboya Manasseh Ndong. Bonsoir prof. Bonsoir Dipita et bonsoir à tous les panélistes de cartes sur table. Merci d'être des nôtres depuis Yaoundé où vous allez évidemment participer à ce programme. Peut-être on va commencer avec vous, Moïse. Peut-être un témoignage sur ces derniers jours, ces dernières semaines de Ni John Frondi. On le savait malade depuis plusieurs années déjà. Il a effectué quelques voyages à l'étranger pour son suivi médical. Mais, je veux dire, ces dernières semaines, comment était-il l'homme? Déjà, ce n'est ainsi que pour personne que le militant que je suis, et comme les autres Camerounais, éprouve beaucoup de tristesse depuis l'annonce du décès hier tard dans la nuit de notre leader, notre guide, son excellence Ni John Frondi. C'est une véritable onde de choc qui nous a traversé l'esprit même, qui continue à nous affecter. Seulement, nous devons pouvoir nous le saisir et continuer. Ni John Frondi, c'est un homme qui décède, comme vous l'avez dit, à 82 ans. Et quand on a cet âge, il est normal qu'on peut se coucher comme en parfait état de santé et puis se réveiller le matin avec des petits bobos. Donc c'est quelqu'un qui avait une santé, il faut le dire, un peu chancelante, il était malade.
depuis quelque temps et cela lui, comment dirais-je, le contraignait par moment à faire, vous l'avez dit, quelques séjours à l'étranger pour rechercher des soins. Et lors de ces derniers moments, nous avons connu, par exemple, un report de notre NEC avant le tout dernier qui s'est tenu, simplement parce que subitement sa santé avait connu une dégradation un peu inquiétante. Alors la secrétaire générale s'est vue obligée de reporter le NEC. Le chairman a été rapidement pris en charge par des médecins tant au niveau local que à l'étranger. Et après un séjour d'une dizaine de jours là-bas, environ 2 semaines, il a été ramené au pays et ici il rentre le 3 et décède hier, donc exactement 9 jours, disons 10 jours après qu'il soit revenu. Donc nous disons au moment où nous déplorons son départ que pour le commun des Camerounais, le commun des mortels, c'est comme une surprise. Mais pour nous qui n'étions pas aussi éloignés de ça, nous savions que l'homme était de plus en plus fatigué. Il a lutté suffisamment comme toujours, mais avec la maladie qui malheureusement finalement a eu raison de Merci. lui. Et voilà. Alors Charles Tchonga, avec vous, on va peut-être, et puis les autres panélistes après, essayer de parcourir d'abord votre histoire de façon brève, qui c'est peut-être l'histoire de votre rencontre, votre premier contact avec le chairman du SDF, si ces souvenirs vous reviennent. Ben oui, mais en fait, voyez-vous, 90 a été un moment exceptionnel dans l'histoire politique de ce pays. Voyez-vous, je n'étais pas destiné à me frotter aux hommes politiques. Hein. Moi, j'étais avocat et j'étais enseignant, donc je n'avais pas tout de suite ce côté-là. Mais il s'est passé un événement extraordinaire, c'est à Yaoundé, voyez-vous, avec le Parlement estudiantin, des jeunes Camerounais qui revendiquaient, n'est-ce pas, l'amélioration de leurs conditions d'études et de vie, se sont vus dans un maelstrom de violence extraordinaire. Beaucoup d'entre eux ont dû quitter la capitale pour se réfugier, n'est-ce pas, dans d'autres villes. Et à ce moment-là, moi, j'avais l'avantage et l'honneur de présider au destiné de l'Organisation camerounaise des droits de l'homme. Notre représentant à Yaoundé, n'est-ce pas, avec cette équipe, nous ont fait un rapport très alarmant qui montrait qu'effectivement, il y avait des choses quand même inacceptables qui se passaient dans cette université. Il y avait des violences inouïes. Aujourd'hui, en fin de compte, quand je vois l'espace politique camerounais, il est très calme, n'est-ce pas? À l'époque, c'était violent, parce qu'en fait, toute la superstructure de l'État avait été construite pour refuser toute pensée pluraliste. Donc, et tout le système avait été fabriqué pour s'opposer à toute démarche qui put, n'est-ce pas, annoncer l'ouverture politique et démocratique. Donc, nous avons d'abord soutenu ces jeunes étudiants, et pendant que tout ce mouvement se mettait en place, c'était à la suite, n'est-ce pas, du fameux discours de François Mitterrand, n'est-ce pas, à la bombe, sur l'ouverture démocratique et la conditionnalité des aides aux pays qui refusaient d'entrer dans la modernité. Et puis, dans cette perspective, en fait, ma rencontre avec Nidjon Frondis, ça a été facilité par mon bâtonnier de l'époque, hein, mon collègue bâtonnier de l'époque, Bernard Mouna. Bernard Mouna était dans une logique avec un certain nombre de compatriotes, donc Angela Ekwe, Anissé Kane, etc., de mettre à l'épreuve l'État du Cameroun par rapport à la Constitution. Pour ceux qui ont la mémoire, vous vous souvenez que l'article 3 de la Constitution, en fin de compte, consacrait le multipartisme, n'est-ce pas? Et donc, sur la base de l'article 3 de la Constitution du Cameroun, un certain nombre de Camerounais, ils étaient au nombre de 42 à l'époque, se sont réunis pour essayer de mettre en place une plateforme tendant à exiger le multipartisme. Dans cette mouvance-là, il y a eu beaucoup de problèmes avec la répression qui s'en est suivie. Et puis à Bamenda, un certain nombre de leaders sociaux, dont
Ben Mouna et son père, au demeurant, n'est-ce pas, ont décidé, donc, après ces consultations sur l'article 3 de la Constitution, de mettre en place un parti politique. Et ce parti politique, c'était le SDF. Et il vous souvient qu'à l'époque, il y a eu, n'est-ce pas, une manifestation, il y a dit presque initiatique, à Liberty Square, à la place, n'est-ce pas, du commerce à l'avenue commerciale de Bamenda. Et c'est là où la répression a été intense. On a eu à déplorer, n'est-ce pas, 6 compatriotes qui ont perdu la vie. Et dans le cadre des mouvements que nous avions avec la protection des étudiants, nous avons décidé d'aller à Bamenda. Alors, dans ce jeu intervient notre bâtonnier, puisque entre-temps, le bâtonnier Mouna avait été descendu de sa charge, et le bâtonnier Monté avait pris la suite. Et dans le cadre de la répression qu'il y a eu lieu à Bamenda, il y a eu un certain nombre d'avocats, dont l'ancien bâtonnier Maître Senze, il n'était pas encore bâtonnier à l'époque, n'est-ce pas, furent persécutés, sa femme arrêtée, c'est très compliqué. Et nous avons décidé à l'époque de faire une mission sur Bamenda pour savoir ce qui se passait. Et nous sommes allés à Bamenda, nous sommes arrivés à Santa. L'armée avait bloqué l'accès de la ville et on a négocié. Finalement, on a laissé passer le bâtiment Monté et Maître Koengwa pour aller voir ce qui s'est passé à Bamenda. Par la suite, nous sommes revenus pour soutenir une grande manifestation que le SDF, en commémoration aux obsèques des jeunes Camerounais tués sur Liberty Square. C'est à cette occasion-là, n'est-ce pas, que j'ai rencontré le chairman Nidjon Fundi, avec qui j'ai gardé pendant ces 33 dernières années une relation très, très spéciale. Donc, et puis j'ai découvert un homme d'une détermination incroyable. Pour l'histoire, je dois rappeler que ceux qui ont créé le SDF, c'était en fait des intellectuels. Mais il s'est passé un problème au moment où il fallait choisir la tête de proue. À ce moment-là, beaucoup hésitaient. On ne savait pas qui pouvait s'afficher pour assumer le leadership du nouveau parti. Finalement, compte tenu d'un certain nombre de contraintes politiques, et du fait notamment que le président Mouna, l'ancien président de l'Assemblée nationale, et il avait son fils qui était en ligne de mire, etc., on leur a demandé de garder une distance par rapport à la direction du parti, et puis on a demandé qu'ils voulaient bien prendre le devant, et John Fundi a dit, bon, si vous avez des soucis, moi je prends le leadership de ce parti et j'avance. Parce qu'à l'époque, c'était, je vous dis les choses simplement, pour l'opinion publique nationale, c'était un illustre inconnu. On le connaissait dans ses atermoiements à l'intérieur du RDPC avec l'ancien Premier ministre, n'est-ce pas, qui est également de Santa, mais on ne savait pas que ce monsieur avait quelque chose, il avait le feu politique, n'est-ce pas, dans le cœur, et il a assumé la responsabilité de prendre la tête du SDF. Et voyez-vous comment le destin, quand le destin veut construire une voie forte pour quelqu'un, il est toujours difficile de revenir en arrière. En fait, l'acte initiatique qui a eu lieu à Liberty Square, où ses compatriotes ont décidé, a scellé l'avenir de Nidjon Fundi à la tête du parti. Vous aurez observé qu'après, il y a eu beaucoup de tentatives de reprise du contrôle du parti, mais c'était plus possible parce qu'en fait, l'homme avait une image... On confondait l'homme au parti. Il avait une image iconique qui faisait qu'il y a eu comme un soulèvement populaire en faveur de ce monsieur que personne ne connaissait, mais qui a développé un discours. Bon, vous me direz qu'il était un discours extrêmement populiste, mais un discours que le peuple comprenait. Absolument. Vous savez, nous sortions d'un système où les gens avaient été habitués, n'est-ce pas, à une gouvernance de type jacobine, hiérarchique, où le maire, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, le ministre, le premier ministre, le chef de l'État, c'était les icônes de la République, et toute vérité venait de ce côté-là. Et puis à l'époque, comme vous le savez, le pluralisme journalistique dans le domaine de la communication était quelque chose d'extrêmement poreux. Et nous avions une seule voix, c'était la voix du Cameroun, c'était Radio Cameroun, etc. Donc, j'ai connu ce monsieur à Bamenda. Notre première rencontre a eu lieu à Bamenda. Et par la suite, dans les mouvements populaires qui ont suivi, on se rencontrait pratiquement toutes les semaines dans le cadre de la coordination des partis politiques et de l'opposition et des associations. Parce qu'on oublie souvent le rôle important que les associations ont joué à l'époque pour favoriser l'ouverture démocratique dans ce pays. Parce que, en fait de compte, c'est un monsieur qui fait partie de l'histoire de ce pays à l'époque, l'ancien ministre de l'administration territoriale, n'est-ce pas,
qui a scellé le sort des Gilbert Andietsongi. Oui, Gilbert Andietsongi, qui a scellé le sort des associations, n'est-ce pas, dans ce pays. L'ironie de l'histoire voudra que quelques années plus tard, lui et moi, nous nous rencontrions dans le cadre de la défense des intérêts personnels. Lorsqu'il quitte ce monde, n'est-ce pas, je suis son avocat. Donc, par conséquent, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, la défense des libertés n'est pas liée aux intérêts individuels. Lorsque vous défendez l'intérêt général, il est certain que chaque individu y trouvera, n'est-ce pas, son intérêt. Ce que je garde de Ni John Fundi dans le cadre de cette rencontre dont vous avez bien voulu m'associer, c'est que c'était un homme de conviction. Il restera dans l'histoire de ce pays comme quelqu'un d'extrêmement courageux. Quelqu'un qui avait une vision, et quelqu'un qui voulait en fin de compte voir son pays, n'est-ce pas, devenir non seulement un pays de liberté et de démocratie, mais aussi un pays, n'est-ce pas, parmi les grands d'Afrique et dans le monde. Merci. Avant peut-être Henri Tekoué et le président Samba, quand on va à Yaoundé, professeur Aboya, on fera la même expérience avec vous, peut-être dès l'entame de cette émission. Vous, votre première rencontre avec le président John Fundi, si vous pouviez nous faire le compte de cette histoire. Bon, j'avoue que j'ai beaucoup travaillé sur la question anglophone à l'époque. J'ai commis un autre article sur la démocratie interne dans les partis politiques camerounais et j'avais axé un focus également sur le SDF. Or, à l'époque, comment rassembler un matériau sur ces sujets extrêmement complexes à l'époque pour un chercheur comme moi qui habitait Douala? J'avais donc la chance d'avoir des amis comme Jean-Marc Sobot, qui était rédacteur en chef dans la Nouvelle Expression. Et vous savez qu'à l'époque, la Nouvelle Expression était quasiment dans la partie francophone, le journal qui était le mieux informé sur le SDF, à cause de Jean-Marc Sobot, qui avait des entrées exceptionnelles dans le SDF, mais également grâce à l'entregent de Henri Tekoué qui est sur le plateau, qui m'a souvent amené à plusieurs réunions. Et avec elle, vous étiez sûr que vous entriez en Tarikon et que vous avez prioritairement accès à John Fundi, qui recevait Henriette et naturellement recevait celui qui l'accompagnait. Et c'est ainsi qu'au fil des différentes réunions du SDF, nous étions prioritaires dans la collecte des informations, dans le rassemblement des matériaux, si bien que dès qu'une réunion importante du NEC finissait, et dès que les documents finissaient d'être traduits en français, Henri Tekoué et Jean-Marc Sobot avaient en priorité l'accès à certains documents. Ils pouvaient naturellement faire leur travail. Et moi, j'étais justement privilégié parce que j'avais accès à ces sources par leur entregent, ce qui m'a permis donc par la suite d'avoir des contacts directs avec Augustin Bami, avec Maïdadi Sado, avec Tchapi Lavoisier, avec Tchatchouan, bref, avec tous les dignitaires, même à l'époque, André Akonté, donc tous étaient devenus des gens que je côtoyais, et quand ils arrivaient à Douala, ils m'appelaient, on échangeait, et c'est ainsi que j'ai pu rassembler beaucoup d'informations sur le SDF, et j'ai pu rédiger justement en 2002 un article que j'ai publié dans le Monde diplomatique sur la question anglophone. Mais les rencontres avec Fundi étaient très nombreuses. Quand Henri Tekoué avait allé à Bamenda dans une réunion importante, naturellement, je faisais tout pour être à ses côtés et on le rencontrait, et c'est comme ça qu'on échangeait en priorité avant qu'il ne commence même à recevoir les dignitaires même de son parti. Donc c'est tout naturellement que j'ai commencé à le rencontrer, même quand les journalistes de RFI, de la rédaction anglaise venaient,
faisait les reportages, notamment quelqu'un qu'on appelait Daniel Brown, qui était à la relation anglophone. Et nous sommes allés là plusieurs fois, il nous avait reçus. Et donc, je suis devenu familier des grands noms du SDF, donc de Frundi, et plus tard, tous les autres que je côtoyais à la faveur de certaines rencontres où nous étions Jean-Marc Sobot, Ariette Dekoué, David Nou, parce que c'était les gens qui connaissaient effectivement le SDF, qui avait la primeur des informations quand il fallait écrire dans la nouvelle expression. Merci. Siri Sambaka, votre première rencontre avec Ni John Frondi. Première rencontre, ça va, je ne peux pas exactement situer la date parce que vous saviez très bien qu'à l'époque, je n'étais pas président d'un parti politique. Absolument. J'étais dans un parti politique qu'on appelle l'UDC et je vivais donc tout ce qui se passait au niveau des leaders. Et je peux dire que la première fois où j'ai eu à représenter le parti à Tarikon avec Ni John Frondi, c'était en 2011, juste après les élections présidentielles. Le docteur Adamou Ndamjoya m'avait dit bon ben voilà, désormais tu vas représenter le parti quand il y a des réunions entre les partis politiques. Mais ce que je sais et ce que j'ai vécu, c'est une année 91 formidable, 90 déjà. Parce que j'étais à Paris et dans tous les journaux de France 2, à 20h, c'est la photo du bâtonnier Yondo qui apparaissait. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué et on peut dire que c'est le précurseur. Et après on a appris qu'il avait été arrêté avec Anissé Kane, avec Ariette Dekoué, ils ont été jetés en prison. Bon bref, arrêtez là, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Par la suite donc, nous avons vu le SDF, je crois que c'était en avril 91, ils ont retardé un tout petit peu la création des partis, et je crois que c'est la DIC à l'époque, et l'UPC qui avait été les premières formations politiques à être validées. Donc, la DIC de Gustave Essaka, c'est Gustave Essaka, le triumvir. Voilà. Donc, voilà, les 6 morts de Bamenda, ça fait tout exploser. Mais je reviens encore sur une chose qui était déterminante, je crois que le bâtonnier l'a dit tout à l'heure, c'est que nous étions dans un contexte précis, où il y avait le vent de l'Est, où il y avait des séries de conférences nationales souveraines tout autour de nous, et la soif d'un changement, parce que c'était un espoir. Et pour dire ce que moi j'ai observé, c'est que celui qui s'est mis en avant et qui a bravé un certain nombre de choses, c'était Ni John Frondi. Il y a eu des morts. Et à partir de ce moment-là, il faut avouer qu'il a été entouré. Il a été sérieusement entouré par les journalistes, par des associations. Mais les associations, c'était surtout dans le grand cadre, n'est-ce pas, de la coordination. Mais il a été véritablement entouré. Je crois qu'Ariette Dekoué ne me démentira pas. Et à l'époque, il y avait des journaux qu'on appelait la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'était la parole d'évangile. Tous ceux qui voulaient le changement achetaient ces journaux. Il disait vrai, il ne disait pas vrai, tout le monde achetait ces journaux. Et Dieu seul sait, cette époque, Ni John Frondi aussi était un homme très très rusé, pas seulement courageux, mais très rusé aussi. Il faut l'avouer, et on avait besoin de cela parce que, en fait, la répression était sévère. Et on se posait la question de savoir, est-ce qu'on peut avoir le courage de sortir? Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de terrible, mais on a vécu pire ces années-là. On a vécu pire, mais il y avait le courage. Il fallait voir les étudiants dans les rues, comment est-ce qu'ils marchaient. Il fallait voir les Camerounais en train de bouger. C'était formidable. On sentait que les gens avaient soif de la liberté. Mais en face,
il y avait une résistance terrible, terrible, au point où on a maltraité les leaders. On les a maltraités. On ne les a pas arrêtés pour mettre en prison, mais on les a maltraités. Donc c'est une période où on doit dire que Ni John Fundi a été une pièce capitale, parce qu'il a donné du baume au cœur aux Camerounais, le courage. Et à cette époque, les leaders se mettaient devant. Les leaders se parlaient. Il y avait des stratégies qui étaient développées. Et quand ça n'allait pas, alors les associations venaient dire, vous arrêtez là, vous êtes en train de déconner. Donc ils étaient un peu des garde-fous, des dérapages. C'était très important. Et c'est pour cette raison que le ministre à l'époque a compris qu'il fallait dissoudre les associations. Parce que dans les partis politiques, en réalité, les gens se concurrençaient. Mais quand il y avait ces garde-fous, on avait un objectif et on avançait vers cet objectif en développant des stratégies. Donc, moi, je pense que c'était une époque très belle qui a beaucoup servi le Cameroun. Les jeunes ne le savent peut-être pas, mais il y avait du travail. Les gens bossaient. Les leaders parcouraient le Cameroun, de village en village. C'était terrible, cette mobilisation. On n'a plus jamais vu ça. D'accord. Henri Tekoué, votre rencontre première avec Ni John Fundi? Bon, ma rencontre avec Fundi, je peux dire ce que Charles disait tout à l'heure, Maître Tchungang, ce sont des fonctionnaires qui ont créé le SDF, des magistrats, un professeur de médecine comme Siga Sanga, mais, ou alors l'ancien bâtonnier, donc Ben Mouna. Donc ces fonctionnaires-là savaient qu'ils ne pouvaient pas se mettre devant. Et quand le président de la République a publié un communiqué le 14 mars disant que le groupe Yondo n'a pas été arrêté parce qu'il voulait faire un parti politique, que l'article 3 de notre Constitution dispose que les partis politiques concourent à... À l'expression du suffrage universel. Merci beaucoup. Donc, dès le lendemain, c'est-à-dire le 16 mars, John Fundi... 90. John Fundi est allé à la préfecture de la Mézam pour déposer les statuts du SDF. Et ça lui a été demandé parce que c'était un homme indépendant. Il avait sa petite librairie et Bibi Bookshop. Il était un peu dans le football, le PWG de Bamenda. Bref, c'était un homme socialement très, très connu. Mais ses collègues, ses camarades lui ont donc demandé d'aller déposer. Il a déposé. Et 2 mois après, toujours par le conseil de ces juristes, qui étaient très nombreux à la création de ce parti, ils lui ont dit, 2 mois après, on est en droit de déclencher la marche. Et c'est pour ça que le 26 mai, Fundi descend dans la rue. C'était exceptionnel. On n'avait pas encore aboli l'ordonnance de 62. On n'avait pas encore tenu la fameuse réunion, la fameuse section des libertés du 19 décembre 90. Il a été le premier à se jeter dans la rue et il y a eu des morts. Mais ça a été fantastique parce qu'il a dégoupillé une grenade. Il s'est dit, il faut le faire et je le fais. Et il l'a fait. C'est pour ça que Fundi a créé cette légende d'un homme de courage, un homme de conviction et surtout un leader, vraiment. Bon, après, nous l'avons connu, la coordination. Il avait toujours ce tempérament. Oh là là, sosotok, je suis fatigué du bavardage. Il faut agir. Action, we need action. Bon, tout le temps. C'est-à-dire qu'il trouvait que
les leaders politiques étaient une espèce de classe d'intellectuels qui auraient un peu peur du coup de fusil. Et ça, il a beaucoup contribué à plonger les autres leaders dans l'action, descendre sur le terrain, être au front. Quand on marche, tous les leaders sont devant, Froundi est devant. C'était ça sa légende. Alors, on va un peu essayer de séquencer, toujours dans le déroulé de l'histoire de John Froundi, en termes de période. Disons qu'on va partir dans un premier temps de 90 à 97, donc le début, les premières, le multipartisme revenant jusqu'aux élections de 97 avec le changement de la Constitution de 96. Et puis on fera 97, 2008. Et puis on fera 2008-2016, la crise anglophone, 2016 à aujourd'hui, pour essayer de voir un peu l'évolution de... Et pour cela, professeur Aboya, je commence avec vous, le politologue, pour revenir un peu dans cet environnement justement politique des années 90. On sort de l'État, en fait, on sort du parti unique, pratiquement la main ayant été forcée au pouvoir public, au gouvernement. Il y a ces élections de 92 où le président Froundi se déclare élu, même si après la Cour suprême dit autre chose, jusqu'au changement de la Constitution de 96. Quand vous regardez l'action de John Froundi dans cet environnement-là, quelle analyse politique on peut en faire? Vous savez qu'au sortir de la présidentielle de 92, nous n'étions pas encore dans les réseaux sociaux, et il y avait déjà quand même des prémices de ce que la bataille pour l'opinion publique utilisera des moyens non conventionnels. Et c'est ainsi qu'il y a eu en 92, de manière exceptionnelle, la fameuse vente des procès-verbaux qui circulait dans tout le pays. On ne sait pas d'où ça sortait, mais on trouvait les procès-verbaux des résultats un peu partout, qui étaient distribués, soit en cachette, soit vendus, et qui donnaient des résultats. Et c'est l'ambiance qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est difficile de contrôler la circulation de l'information. On ne sait pas qui donne l'information finalement, et puis ça parvient à empoisonner l'opinion publique. Et donc cette mentalité, cette tendance à l'époque avait tellement plombé l'ambiance au point où quand les résultats étaient finalement annoncés, on ne savait plus qui détenait la vérité, qui ne détenait pas la vérité. Donc, cette manipulation de l'opinion avait commencé à partir de cette époque-là, avec la fabrique des résultats. Bon, mais de manière concrète, dans l'ambiance politique était davantage plombée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de médias capables de donner l'information officielle. Et c'est pour cela que la tendance de l'opposition a toujours été de donner une information qui prend à contre-pied les médias d'État et avec une sorte de délégitimation des médias d'État comme à donner la bonne information à l'opinion publique. Donc c'est une tendance qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de cette époque-là où il y a une concurrence qui est faite aux médias d'État de manière à l'empêcher de donner l'information qui peut permettre justement de rassurer l'opinion publique. C'est pour cela que cette manière de faire a structuré la marche de l'opposition de l'époque, parce que l'opposition s'agrippait sur certains médias qui étaient considérés comme leurs alliés, et certains journalistes étaient considérés comme des privilégiés dans la réception des informations qui devaient être mises à la disposition du public. Donc ça a toujours été une bataille pour les partis d'opposition au Cameroun, de contrôler les médias, de contrôler surtout la presse privée et de l'influencer dans les manières de faire, voire dans les manières d'être. Et il a fallu du temps pour sortir de cette ambiance, parce que effectivement
on ne savait plus la spécificité des journaux, si c'était des journaux d'opinion ou bien c'était des journaux d'information. Et surtout que la plupart des directeurs de publication étaient très proches du parti d'opposition, à l'occurrence la Nouvelle Expression, à l'occurrence le Messager, et bien entendu, Samba Kala dit sur le plateau, Challenge Hebdo, la Sainte Trinité. La Nouvelle Expression et le Messager sont restés dans le temps, ont pu cheminer. Le directeur de publication, le fondateur du Messager, Pius Yahweh, étant considéré comme l'un des journalistes qui prêtait de manière officielle la main forte à l'opposition et avait réussi même à recruter certains fonctionnaires qui travaillaient au ministère de la fonction publique et qui animaient des chroniques précises, qui mettaient au bout du jour, de manière théâtrale, certaines informations puisées à bonne source à l'intérieur des milieux du pouvoir, notamment de Samako Dimenkem, Nemenkem Dignolio, le Daniel Rim. C'était des gens qui étaient pourtant très proches du pouvoir, mais qui empruntaient des procédures pour faire passer des informations et entretenir les opinions dans l'opposition camerounaise depuis Douala. Donc j'ai connu cette période-là qui a structuré dans la marche de l'opposition de l'après 1992 justement jusqu'aux élections municipales de 2002, les élections municipales législatives de 2002. Donc j'étais à Douala et puis je suivais cette actualité-là en côtoyant la plupart du temps certaines salles de rédaction. D'accord. Monsieur le bâtonnier, le président Samba Kassri l'a dit, le professeur Aboya vient de le dire, c'était dans un environnement également, j'ai failli dire, marqué dans le radicalisme. On a vu naître des expressions comme Anglobami, on a parlé de la Sainte Trinité tout à l'heure, en termes d'organisation, pas d'entreprise, mais en termes de médias. Il y a eu en face Essingang qui est également né. Toutes ces contradictions, ce débat, cette pollution de l'environnement politique, vous les acteurs aux côtés de John Frondi, comment on le vit, je veux dire, et je le rappelais tout à l'heure, il y a eu ces élections de 92 quand même aussi, dans cette ambiance, et jusqu'en 96, où le SDF a quand même gardé la main ferme dans le radicalisme, dans l'opposition vraiment anti-gouvernementale. Le rôle de Frondi à ces moments-là. Écoutez, moi je vais marquer une divergence avec le professeur Aboya sur la façon de relater, n'est-ce pas, cette période-là. D'accord. En fait, lorsque nous sortons du parti uni pour entrer dans le multipartisme, l'État, le gouvernement, les gouvernants ne sont prêts à rien. Ils ne savent pas comment on gère un État multipartiste. C'est la première des choses. La seconde chose, c'est que la force la mieux organisée du Cameroun, c'était l'opposition. Contrairement à ce qu'on raconte. La force la mieux organisée en termes, j'allais dire, de production d'intelligence et de contrôle systémique, c'est l'opposition. Cette élection dont le professeur Aboya parle en des termes un peu feutrés a été une élection extrêmement claire. N'est-ce pas? Il y avait une équipe de statisticiens qui travaillaient il y avait des équipes en place. Il y avait des équipes de juristes, il y avait des médecins. Au sein de l'opposition. Oui. Ah oui. Le fax qui était oui, le fax était déjà là. Extrêmement organisé. Et nous avions à l'époque également une équipe d'informaticiens dont Intela était, n'est-ce pas, à l'époque, les premiers fournisseurs en termes de machines et de l'intelligence artificielle. Donc, en réalité, le contrôle, n'est-ce pas, des bureaux de vote faisait en sorte que, n'est-ce pas, on avait les résultats au fur et à mesure qu'ils étaient programmés dans les bureaux de vote. Vous savez que dans les bureaux de vote, quand vous finissez le décompte, on programme. Il y avait des gens qui écrivaient, envoyaient, et les statisticiens faisaient les calculs. Donc, en réalité, ce qui s'est passé, et je le dis sous réserve de ce que les historiens, parce que les historiens viendront nous dire quelle est la vérité de ce qui s'est passé à cette époque-là.
Mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout le monde savait que Ni John Fundi était en tête d'élection. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Il y a 2 personnes, on va dire 2 ou 3 personnes, qui ont fait le coup de gueule pour arrêter ce processus. L'un s'appelle Concho Company. Ancien ministre de la communication, de l'information et de la culture. L'autre s'appelle Joseph Orona. Tout à fait. N'est-ce pas? Ils ont dit, on fait quoi là? On est en train de perdre la main. Ouais. Si vous regardez les statistiques des élections annoncées par le ministre de la communication de l'époque, et vous rapprochez dans des élections de 87, vous verrez que ce sont les mêmes résultats. Ah bon? Oui, vous savez, ceux qui savent le savent. Et puis, je dis, effectivement, il y a une prise de main. Les Faucons ont pris la main. Ils ont compris. Et ont compris que cette affaire-ci, là, si on ne fait rien, on va perdre le pouvoir. Voilà, on a mis Fundi en résidence surveillée, on a mis les forces de l'ordre dans la rue, on a décrété l'état de siège. Donc, en fin de compte, à ce moment-là, ceux qui travaillaient pour une élection, on pensait qu'on ne parle pas le vent de l'ex, ça allait se passer comme ça, ne se sont pas rendus compte que l'État postcolonial avait gardé les structures de l'État colonial. Effectivement, il y a eu une répression forte. Fundi, effectivement, a résisté. Et vous verrez que la Constitution de 96, c'est un palliatif à 92. C'est la main tendue du pouvoir pour l'écouter. Trouver une solution. En 92, bon, on a un peu triché, mais là, mettons en place des institutions pour faire en sorte que la prochaine fois, ça ne se passe pas comme cela. Parce que la tripartite, c'est ça. La tripartite, c'est parce que l'État avait décidé qu'il n'y aura pas de conférence nationale souveraine, puisqu'on l'a déclaré sans objet. Et on s'est rendu compte que la tension sociale et politique était persistante, puisque les organisations internationales, les ambassades, donnaient les mêmes résultats que ceux donnés par l'opposition. Donc quand je vois aujourd'hui, bon, mon ami Aboué en parle avec beaucoup de... Je peux comprendre, compte tenu de ses fonctions d'aujourd'hui, qu'il en parle avec beaucoup de prudence. Mais les historiens rétabliront la vérité, vous comprenez? Tôt ou tard, les historiens rétabliront la vérité. Mais il y a eu un véritable rapport de force. Et c'est à ce moment-là que, je vais dire les choses simplement, Fundi a eu, c'est une de ses premières fautes politiques. Vous comprenez? Parce que quand il a les résultats, qui lui sont communiqués par les chancelleries, etc., il n'avait qu'un seul mot à dire. Qu'on descende dans la rue. Ce que Fundi fait, c'est qu'il refuse de donner le mot d'ordre de défendre sa victoire. Ouais. Et le pouvoir en profite pour mettre en place un cadre institutionnel pour bloquer toute velléité, n'est-ce pas, de mouvement social. Voilà l'affaire. Et cette tension demeure. Et vous verrez qu'il y a donc cette contestation sourde, n'est-ce pas, des villes mortes, qui maintiennent le pays dans un état compliqué. L'économie est attaquée. Les écoles, c'est très compliqué. La gouvernance publique, aujourd'hui, en réalité, se fait en dehors de Yaoundé. Parce qu'il faut dire que la constatation des actions de l'opposition à l'époque se limitait à Douala et les autres provinces. Vous vous souvenez de la fameuse phrase, lorsque Yaoundé se respire, le Cameroun vit. Donc, pour sortir de là, il fallait que le pouvoir trouve un palliatif, quelque chose qui permette de sortir de ce blocage qui devenait très compliqué et qui aurait pu aboutir à quelque chose de plus grave. Et donc, on a trouvé cette formule extraordinaire, c'est la tripartite. Et je peux vous dire que quand nous avons fait la réunion à Bamenda, quand nous rentrons de Bamenda, on a fait notre réunion en Consamba sur le président Eboa, et où il avait été décidé qu'on n'irait pas à la tripartite. Une décision avait été prise qu'on n'irait pas à la tripartite. Mais il s'est passé qu'entre la réunion de chef du président Eboa, qui a eu lieu vers 16h et 21h, il s'est passé tellement de choses. Le pouvoir déployer une ingéniosité extraordinaire pour approcher individuellement les leaders politiques. On a vu vers 23h le président Eboa débarquer à Douala. Il nous a appelés pour dire qu'il vient d'apprendre que Bello Bouba et à Yaoundé avait une délégation au nom du parti. Alors, à l'époque, le ministre était... Samuel Eboa
était le président du territoire de l'opposition. Ouais. Donc c'était lui la tête de pro de l'opposition. Président de l'UNDP. Et il était en même temps président de l'UNDP. Alors, fallait-il perdre son parti et conserver la présidente de l'opposition ou résister en tant que président de l'opposition, etc. Donc, vers 2h du matin, il a pris la route pour Yaoundé. Ouais. À ce moment-là, en même temps, Nidjon Foudi qui est à Bemenda a pris la route pour Yaoundé lui aussi. Le docteur Ngayab a pris la route. Pierre Flambeau. Il m'a appelé vers l'UNDP pour dire que c'est chaud, Yaoundé. Ils ont pris toute la route. On n'était pas nombreux à rester à Douala. Il y avait que Jean-Jacques Kindi et Kane Anissé, je parle de gens des partis politiques. Ils sont tous allés à la tripartite. Ils sont tous allés à la tripartite. Parce qu'il faut dire les choses clairement. Parce que, bon, vous savez, effectivement, quand les gens décèdent, on leur dresse des couronnes de gloire, etc. Je crois que le premier tour de parole que vous avez, n'est-ce pas, laissé passer, a permis d'établir la grandeur de l'homme. Mais il se trouve qu'à ce jour-là, il était au Palais des Congrès. Mais lorsqu'il s'est rendu compte, parce que qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, quand les travaux sont terminés, première quoi, les anglophones disent, mais vous avez fait un texte en français. Il n'y a pas traduit. Il n'y a pas de traduction. Pendant que le texte était en train de traduire, Fondi en a profité pour quitter. Donc c'est pour dire que l'histoire de ce pays, nous qui étions les acteurs, il faudra que les historiens prennent ça avec beaucoup de recul. Parce que beaucoup d'acteurs sont encore, n'est-ce pas, à la manette, voire même au pouvoir. Et puis, tout ce qui peut être dit peut être pris comme, n'est-ce pas, une démarche partisane. Mais nous devons, à la vérité, concéder les choses et les comportements des êtres humains tels qu'ils se sont passés. Absolument. Ils sont allés, un à un, de 23h à 4h du matin sur Yaoundé pour siéger à la tripartite, contrairement à la résolution que le directoire et la coordination des partis avaient décidé. Et je pense que 96 marque un tournant. Parce que le pouvoir, et quand vous voyez le poids du professeur Ona et de Nkonchou, etc., à la tripartite, n'est-ce pas, dans la rédaction de la Constitution, il y a eu beaucoup de concessions à la tripartite. Mais à partir de 96, le pouvoir se rend compte que le tout, ce n'est pas d'avoir des postes et de bavarder. Il faut produire de l'intelligence politique. Et les shadows du pouvoir ont commencé à se mettre en place pour réfléchir. On fait comment? Et à partir de ce moment-là, ils ont pris le contrôle du système sur le plan juridique, en mettant en place des mécanismes pour empêcher ce qui s'est passé en 92. Parce qu'en 92, il n'y avait aucun garde-fou. Il n'y en avait pas. Donc si, en fait, on retrouve les procès de 92 aujourd'hui, vous verrez que les résultats ne sont pas ceux qui ont été annoncés. Quand aujourd'hui, on conteste, je ne vais pas entrer dans des polémiques inutiles, mais quand vous voyez aujourd'hui la scène politique camerounaise, cette scène elle est incomparable de celle de 90 et 92. Rien à voir. Parce que les rapports de force étaient connus. Voyez-vous, quand vous alliez dans les villages au nord, à l'est, au sud, il y avait une sorte de volonté d'émergence d'un peuple contrôle de ses mandats, de ses mandataires. Absolument. Ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'en définitive, comme disent nos compatriotes anglophones, le civil service, le fonctionnaire, est devenu le patron du peuple. Ils ne sont plus des agents au service du peuple. C'est la grande et la grosse, n'est-ce pas, différence. Quand les enjeux de politique nationale sont sur la table, les interlocuteurs, c'est qui? Ce sont des fonctionnaires. Absolument. Je vous cite 2 exemples pour arrêter mon tour de parole sur ce point-là. Regardez le conflit Tchad, Cameroun, Savannah, Kotko, SNH. Ça pose qui? Le Cameroun. Monsieur Moudiki à monsieur Ngombo. Alors que 2 fonctionnaires. Oh, 2 fonctionnaires, mais tout le monde sait quel est le camp qui a raison. Mais je ne vais pas le dire ici parce que ce n'est pas le lieu. Mais dans tous les grands conflits du Cameroun, vous verrez que ça pose toujours 2 fonctionnaires ou 2 ministres. Voyez-vous, les partis politiques sont devenus des pis-aller de notre système politique et de notre système démocratique. Et encore une fois, ce que Nidjon Fondi n'a pas compris, c'est quand tu veux être un homme politique, au-delà du fait que le fait d'être chef d'un parti politique, tu as la légalité, il te faut la légitimité. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un lien direct avec le souverain qui est
le peuple. Froundi sera parti sans jamais avoir eu une élection. Il n'a jamais été élu nulle part. Il n'a jamais été conseiller municipal, il n'a jamais été maire. Il a été battu au sénatorial d'ailleurs, député. Première sénatoriale. Oui. Donc, et puis, je veux dire que c'est ça la politique. Les gens qui font la politique et fuient les élections sont les gens qui n'ont rien compris, n'est-ce pas, à la politique. Moïse, sur cette période, 90-96. Je crois que les présidents intervenants qui étaient beaucoup plus au feu de l'action ont dit l'essentiel de ce qui devrait être dit, mais je dois dire que nous, à l'époque, je dois dire que moi j'étais de l'autre côté, j'étais militant du RDPC encore, mais je suivais ça en tant que jeune. J'étais âgé de 22 ans et j'observais bien la scène politique. Je suis témoin des atrocités du pouvoir. J'ai vu beaucoup d'actes de répression. Je dois dire que j'ai même perdu un aîné, un monsieur Ndogabel qui était militant de l'UPC, enlevé comme ça au niveau de Kayoeli devant nous, et qui est porté disparu jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est des témoignages. Et puisque nous n'étions pas très proches des cercles de décision, de concertation, des actions amenées par l'opposition, nous tenons quand même qu'à ce moment, il y avait, effectivement, et c'est là où nous avons admiré John Froundi, parce qu'il était le leader qui était toujours devant. Il était le leader devant, et nous l'avons admiré. À un moment, on parlait de Kacham, etc. Mais, voilà, Kacham, etc. Les grands meetings, nous les avons quand même regardés à distance, mais nous savons que là, l'armée était déployée dans la rue complètement pour faire face aux populations qui étaient déchaînées et qui avaient effectivement soif de changement à la tête de notre pays. Les évolutions telles que Maître Tchunga les a décrites ici, c'était le combat pour les libertés individuelles. Ces libertés qui, nous devons le dire, étaient très chères à John Froundi et pour lesquelles, jusqu'à ces derniers moments, étaient très attachés. Parce que comment voulez-vous que nous ayons une population qui n'arrive pas à s'exprimer? Et c'est effectivement à ce moment qu'on commence à faire partie des lois sur la subversion, qu'on commence à oublier un peu le fameux laisser-passer qui existait dans les années 62. Nous avons entendu parler de ça, mais nous n'avons pas été personnellement victimes de cela. À ce qu'il paraît, même il n'y a jamais eu un texte qui ait aboli ce laisser-passer jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, on n'en demande plus, mais il n'y aurait, à ce qu'il paraît, pas encore de texte formel par rapport à cela. Mais alors, j'aurais aimé, parce que jusque-là, je me pose la question, par rapport à cette période, le rôle de la justice. Le rôle de la justice, dans cette période, pour moi, n'a pas encore, jusqu'à aujourd'hui, été élucidé. Pourquoi? Parce qu'il se trouve quand même qu'il y a eu ces répressions, notamment cette, entre guillemets, fessée nationale que oui, il a voulu être poli dans son style, en disant que les gens ont été humiliés. Je ne sais pas si c'est lui ou c'est lui. Donc c'est cette fessée nationale souveraine qui a été, comme on l'a appelé à l'époque, entre guillemets, dont ont été victimes, je veux dire, plusieurs leaders de l'opposition, parmi lesquels Samuel Eboa, Jean-Jacques Kindi, pour citer quelques-uns, à laquelle, curieusement, le leader de l'UPC de l'époque, le secrétaire général de l'UPC, Augustin Frédéric Kodok, à son âme, qui a échappé, je dis curieusement, a échappé. Non. Arrêtez de traverser l'histoire. Non, Écoutez, si vous voulez. Oui, allez-y. Je vais rétablir en deux mots. C'est important. J'ai été acteur de cette affaire. Oui. Écoutez. Oui. Il y a une arrestation de Jean-Jacques Kindi. Il est arrêté. Il est à la base de la gendarmerie du port. C'est ça. Son épouse vient nous dire que, de regretter mémoire, elle vient nous dire que son mari, si on ne fait rien, il risque d'y passer parce qu'il est soumis à des tortures extraordinaires. Une réunion a lieu au siège du MNDCS, le Dobla. MSND. Ce soir-là, Il est décidé donc, en guise de protestation,
on fera un sit-in au rond-point d'Edo, à la place du rond-point d'Edo. Et tous les leaders de partis politiques et d'associations, on se donne rendez-vous là-bas à 6 h du matin pour attirer l'attention de ceux qui venant de Moudamoussa dit aller au travail, etc., etc. À 6 h du matin, un certain nombre de leaders nous sont retrouvés là-bas avec Henri Aïkoué, Ekana Lissé, Eboa Samuel, Thionvi, etc. Dick et Saka. Et Saka est là, etc. Gustave. Certains, je ne vais pas citer pour ne pas les oublier, parce qu'ils sont encore vivants, arrivent et se cachent à la station des gens pour voir ce qui va se passer. Les populations arrivent de Moudamoussa-Di et nous voient là-bas. À l'époque, quand même, on était des figures très connues, et ils ne vont plus au travail. Et ils commencent à faire la meute à cet endroit. Alors on envoie un hélicoptère qui tourne en l'air, etc. Et à un moment donné, il y a un camion et une jeep qui arrive. Il y a un officier qui vient parler au président Samuel. Très poli. Très poliment. Est-ce qu'on peut discuter? Le général voudrait que vous veniez pour qu'on discute. Il a consulté, il a dit, nous on veut simplement qu'on libère Jean-Jacques. Donc ça pose un problème d'aller discuter avec le général. Il rentre dans la jeep. Nous on monte dans le camion. On monte dans le camion. Et dès qu'on monte dans le camion, les populations crient, on vous enlève, il ne faut pas y aller. Et regardez, essayez de écouter. Il y a un gendarme qui est là avec sa crosse, essaie de la taper, et quand il met sa main, on lui casse le doigt avec la crosse. Je vais vous dire des choses. Donc, quand on n'était pas là, il ne s'est jamais pointé là-bas. Donc, l'histoire de ce pays, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de falsifier l'histoire de ce pays parce qu'on veut mettre les gens en exergue. Et nous étions là. Nous avons observé qu'on nous torturait par deux, à vague de deux. Moi, on me torture avec les bois, et Kané, on le torture avec le Thionvi. Je pense qu'ils ont eu peur ils ne voulaient pas mêler. On nous prenait tous les 30-40 minutes pour aller nous... Donc, et finalement, je dis mes choses comme cela. C'est le président Mitterrand qui a écrit au président de la République, avec copie au bateau Yondo Black, pour demander qu'on soit libéré. Et effectivement, à 3 h du matin, on nous a libérés. Donc, vous dites que la justice n'a rien fait, mais on n'a jamais déposé plainte. Vous savez l'histoire des rapports de force politique. Quand vous faites de la politique et que vous posez des actes en conscience, en sachant que vous risquez quelque chose, vous n'allez pas aller déposer plainte parce qu'on vous a... L'essentiel pour nous, c'était que Jean-Jacques fut libéré. On l'a obtenu. Dans le combat politique, il y a un prix à payer. Vous ne pouvez pas faire la politique en laissant chez vous envoyer les enfants des autres se faire tabasser en vous disant, bon, une fois qu'ils auront fini, je vais aller négocier. Non. D'accord. Non, je pose... En fait, oui, je voulais te dire... Le président Sambaka a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. En 90, les leaders étaient devant. Absolument. Toujours. Nous l'avons observé. Les premiers gens qu'on prenait, c'était eux. Absolument. Tu comprends? Donc c'est pour dire non. Vous savez, vous voyez, bon, j'ai un peu réagi un peu comme cela parce que j'ai été acteur de cette partie de cet événement-là. Ne nous obligez pas à dire des choses que nous tous, ici qui étions à ce moment-là. Vous terminez. Oui, je voulais terminer en disant, déjà, Maître Djounga, je m'interroge, parce que vous étiez les acteurs, vous, au premier plan de cette affaire, je m'interroge, parce qu'effectivement, dans tout ce que nous avons comme rendu ici, je m'interroge pour demander, la justice était où là-dedans, et maintenant, je m'interroge également pour comprendre qu'entre autres leaders, ce jour-là, et vous venez de déclarer, de confirmer cela, qu'Augustin Frédéric Kodok n'était pas là. Entre autres leaders, je m'interroge, je constate également, j'analyse les faits comme vous. C'est récemment, sur la période dire que 90-96, et puis... Je dois dire que je n'étais pas un acteur de premier plan, parce que j'étais... comme on peut dire entre guillemets, un subalterne. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'étais je suivais ce qui se passait, mais je ne sais pas si Maître Tounga Bâtonnier se rappelle que je venais tout le temps à son bureau pour discuter, pour m'informer. Parce qu'à cette période, j'étais très très intéressé par ce qui se passait et je voulais comprendre. Or, ils avaient une avance sur nous, ils avaient réussi à mettre l'intelligence dans tout ce qui se faisait. Dans la lutte. Et je dois vous dire que c'est très très important de le savoir.
l'intelligence a changé de camp. Parce que dans les années 90, l'intelligence était du côté de l'opposition. Parce que les gens se parlaient, ils partageaient. Ils écrivaient même beaucoup. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, l'intelligence a changé de camp parce que les partis politiques ne se parlent plus. Vous voyez? Bon, ils ne se parlent plus. Je voulais revenir tout simplement parce que M. Tchunga Henriette Ekoué n'était pas à la réunion tripartite. Quand on est arrivé à la réunion tripartite, effectivement, il y avait ce problème de Bello et Ebois. Et on ne pouvait pas laisser cela passer comme ça. Et il y avait ils se sont réunis très rapidement pour dire que, écoutez, nous avons ici les revendications de l'opposition. Nous allons quand même entrer et nous allons discuter, négocier pour voir si on peut avoir tout ce qu'on voulait. Ils sont entrés, le Premier ministre ne voulait rien savoir. Et il faut avouer que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont claqué la porte. Et c'est à ce moment-là que Sopo Priso, le cardinal Toumi et autres sont entrés dans la danse. Et finalement, il y a eu un tête-à-tête entre le groupe de Ndam Joya, qui avait le Pierre Flambeau Ngayap et autres, et celui de Bois Samuel qui est parti vers les ambassades. Donc, ils avaient pour mission de négocier pour que les revendications de l'opposition soient prises en compte. Et notamment parce que ce qu'on appelait à l'époque conférence nationale souveraine, c'était les déballages et tout ça là, mais pour terminer avec une nouvelle constitution. Or, le président Biya n'avait pas mis la constitution à l'ordre du jour. Et c'était quelque chose de fondamental pour l'opposition camerounaise. Vous voyez donc qu'arrivé là-bas, les négociations étaient ardues et il ne fallait pas se ressortir de là pour venir dire à ceux qui ne sont pas venus qu'on n'a rien obtenu. Donc ils ont obtenu, comme troisième point à l'ordre du jour, la refonte constitutionnelle. Ils ont obtenu, bon, moi, je me ferai le plaisir de te faire lire ma morasse parce que j'ai décidé d'écrire. Donc je suis en train de retracer ce que j'ai vécu et comment je vois les choses qui doivent se passer au Cameroun parce que j'estime que l'opposition a failli. L'opposition n'est plus comme l'opposition des années 90 où les gens se parlaient, il y avait des stratégies, où des gens qui étaient au gouvernement avaient tellement confiance à l'opposition qu'ils venaient vers l'opposition. Donner des infos. Donner des informations et autres. Une fois par mois, l'opposition se réunissait. Une fois par mois. Et pendant ce temps, après les réunions, on affectait des travaux au groupe. Donc les gens travaillaient en permanence. Avec des plans d'action. Les gens travaillaient en permanence, il faut le dire aujourd'hui, pour la jeunesse qui ne sait pas ce qui s'est passé. Donc à la tripartite, on a pu obtenir ce qu'on a obtenu. Mais ce qui s'est passé de dramatique, c'est toujours la même personne. M. Kontchou Komeni. Parce que dans la tripartite, il était question qu'on rende compte à la population, à la télévision nationale. On les a trompés, on leur a dit, vous allez à la télévision nationale, ils sont partis, ils ont fait la table ronde. Malheureusement, ce n'était pas en direct. Donc, le PCA de la CRTV, Kontchou Komeni, est venu retirer la bande. Donc, on n'a jamais su jusqu'aujourd'hui ce qui s'était passé à la réunion tripartite. C'est pour cette raison que moi, je m'investis pour rétablir la vérité. Et je vais sortir dans mon livre une bonne partie qui va parler de la tripartite comme si vous y étiez. Parce que à cette époque, à l'UDC, on nous appelait le laboratoire. Il n'y a rien qui ne devait échapper dans l'histoire. Parce que de toutes les façons, un jour, il faudra bien que l'histoire du Cameroun soit connue, la vraie histoire, écrite par les Camerounais. Donc on contribue à cela. Voilà comment la période de la tripartite s'est passée. Et pour dire les choses comme elles sont, il ne faut pas oublier que quand Kontchou Komeni a fait ça, et que, en fait, ils ont essayé de démonter ce qui avait été fait à la tripartite, mais ma foi, on est arrivé à un moment où il fallait, le président Biya va à la télévision et dit, écoutez, on va lancer les élections législatives. Ceux qui vont aller, voilà 500 millions de francs pour leur campagne. Le SDF n'est pas parti.
L'UDC n'est pas parti. Il fallait respecter les accords. Le bâtonnier est là. Quand vous vous mettez en tripartite et que vous signez des conventions, c'est à force de loi. Il faut donc s'appuyer sur ça. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas claires. Comme lesquelles? Par exemple, John Froundi qui n'a pas signé. Il n'a pas signé. Donc il est reparti et la Sainte Trinité a dit que les gens qui étaient à Yaoundé sont allés trahir. Sans savoir ce qui s'est passé. Sans savoir ce qui s'est passé. Donc, le président de la République sort et dit 500 millions pour ceux qui vont aux élections législatives. Certains partis sont partis. Et aujourd'hui, quand j'entends les jeunes dire que l'opposition avait gagné, mais ils n'ont pas pu gérer cela en parlant du MDR, de l'UPC de Kodok et de l'UNDP. Je pense que ce n'est pas comprendre ce que c'est que la politique. Parce que quand déjà vous enfreignez la première règle, c'est-à-dire celle qui vous envoie aux élections alors qu'il n'y a pas eu la nouvelle constitution, ça veut dire que vous êtes en marge déjà des accords de l'opposition. Ceux qui ont voulu rester dans la ligne ne sont pas partis. Donc vous qui êtes partis, vous êtes en prêt à pouvoir discuter et échanger. Et il ne faut pas oublier que le RDPC a floué l'UNDP. Parce que dans les négociations qu'il y avait, ils avaient jusqu'au sous-préfet. Mais il a préféré prendre les 6 députés de Dakolé pour faire sa majorité et puis leur donner, je crois, 6 postes ministériels qu'ils ont commencé à réduire au fur et à mesure. Donc il faut savoir ce qui s'est passé. Moi, je dirais donc que cette période-là, après il y a eu les élections présidentielles. Les élections présidentielles, alors là, c'était le raz de marée. C'était le raz de marée. Moi, je me rappelle, quand je n'étais pas dans l'Union pour le changement, j'étais avec l'opposition patriotique. Et vous savez ce que nous avons eu à l'opposition patriotique. Il y a eu 2 challenges, c'était Ndamjoya et Garga Aman. Dès que Ndamjoya a battu Garga Aman, ils ont pris le même avion pour démarrer la campagne à Maroua. Garga Aman s'est retrouvé dans la locomotive du SDF de Djuni Djofoundi. Oui, ce sont des choses. Ce sont des choses qu'il faut savoir. Donc, nous sommes allés aux élections, mais moi, je surveillais, non seulement au niveau départemental, mais je me suis rendu compte que le raz de marée était très grave. Je me rappelle, le gouverneur Koungou Edima, quand on est allé le voir pour lui dire que non, du littoral. Il faut convoyer les urnes, ben, il nous a dit, écoutez, hein, c'est pas parce que vous faites les choses à Douala et à Oundé, à Kolofata, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc calmez-vous. Calmez-vous. Et personne n'ira parmi vous. Ce n'est pas prévu par la loi. Si vous voulez, vous n'avez pas qu'à prendre vos véhicules et nous suivre. Et suivre ceux qui vont amener. Donc vous voyez, c'est des choses qui se sont passées à cette époque pour dire que on ne peut pas projeter un changement au Cameroun s'il n'y a pas à la base de la solidarité. S'il n'y a pas à la base des gens qui vont mettre les balises. Des gens qui peuvent réconcilier une opposition qui est par essence des gens qui se contredisent. Des gens qui cherchent le positionnement. Et c'est à partir de 92 que ce problème de leader de l'opposition a commencé. Parce qu'il faut avouer que Nidjon Froundi a voulu que tous les gens qui l'ont soutenu entrent dans le SDF. Et il y a beaucoup qui ont dit non. Il y a beaucoup qui ont dit non. Arrêtez quoi cette période pour vous également, alors, votre regard. il faut dire déjà une chose. Notre démocratie a été gérée par les militaires. C'est de là que vient la force de Froundi qui bravait, qui allait la poitrine ouverte devant les baïonnettes. Et c'est parce que, comme le pouvoir ne savait pas quoi faire devant cette marée-là, devant cette adhésion, parce qu'il faut rappeler que la force de l'opposition vient de quoi? Elle vient des plans d'ajustement structurel qui ont plongé le pays dans la misère et dans les incertitudes.
Si bien que quand les Camerounais ont vu arriver l'opposition, ils ont dit que ce sera peut-être là le salut, parce que les autres n'ont pas pu bien gérer. D'où la force de l'opposition. Et comment on pouvait faire pour bloquer cette opposition? Bon, il y a beaucoup d'argent qui a circulé. Je ne dis pas que c'est votre cas. Mais quand, comment on l'appelle, Isaka arrive au Mont-Fébé, il entre dans un piano-bar. On lui met un petit makossa à sa gloire en Douala. Il dit qu'il y avait des petites dans tous les couloirs. Bref. Il était très expressif. Hein? Oui. Gustave. Donc, il y a... L'opposition s'est bien organisée. Parce que les patrons de l'opposition voulaient être pris au sérieux. Et ils voulaient toujours montrer au pouvoir que nous, on est organisés, on a même des projets de société, ce que vous êtes incapables de présenter au peuple. Et c'est ça qui a fait la victoire de John Frondi. Alors, toujours dans la perspective qu'il ne faut pas que l'opposition se sente libre. Donc, à chaque moment, on peut sortir l'armée des casernes et taper sur tout le monde. On passe donc cette période-là. Biya promet même qu'il y aura un grand débat en 93, lequel grand débat n'est jamais arrivé. Et puis, on est arrivé en 96. Tout est apaisé. C'est apaisé pourquoi? Parce qu'il y a des élections municipales en janvier. Le 21 janvier. Le SDF rafle pratiquement toutes les mairies. Et c'est là que commence un certain apaisement en se disant, mais si on a pu rafler toutes les mairies de Douala, ça veut dire qu'on peut continuer à travailler main dans la main avec le RDPC. Sauf que le RDPC attend d'autres élections où on sera bloqué, où l'opposition sera bloquée. Mais là, en 96, la Constitution, en janvier 96, les élections en janvier 96, les mairies qui ont été prises, notamment à Douala, parce que c'est vraiment la vitrine de l'opposition. On commence donc à se dire que la période où il y avait le fusil, c'est fini, tout va aller pour le mieux. Ce qui va se passer, c'est qu'en 97, il faut mettre ça aussi, janvier 97, les grands leaders, c'est-à-dire Ndam Djoya, ils sont conviés au congrès de Bello. Oui, Frondi, et bon, ils sont à Garoua et ils décident qu'il n'y aura pas d'élection. Une nouvelle tension commence. Comment ça, vous ne voulez pas d'élection? Les gars disent non, 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 pas d'élection parce qu'on vous connaît, vous allez nous faire des trucs. Qu'est-ce que le RDPC va faire? Il gagne les élections, mais tout de suite après, il décide de faire une table ronde avec les principaux partis. Je ne sais pas si vous étiez là, en Volier, non. Il y a donc le Frondi, il y a Bello, en Volier, en décembre. Il y a... bref, ils sont autour d'une table et le RDPC, conduit par Moukoko Mbonjo et d'autres, et Konchou, pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'on aille à un apaisement. Frondi, comme toujours, il dit, moi, je veux le statut de l'opposition. Parce que en Angleterre, il y a la majorité et il y a le Premier ministre donc, du souverain, de la souveraine, et il y a l'opposition de la souveraine. Nous voulons un statut. Et à l'époque, comme il dit, Frondi pense déjà que c'est à lui d'être le chef de l'opposition. Il faut qu'on désigne
Frundi comme chef de l'opposition. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça se passe comme ça s'est passé. Les gens sont allés au gouvernement et c'est là qu'on a arrêté toute tentative de se remettre ensemble un jour et de discuter comme ils l'ont fait. Ce qui veut dire qu'il y a eu des périodes bizarres, des périodes où il y avait la guerre, il y avait des tensions, et d'autres périodes où tout semblait apaisé. D'accord. Et les municipales de 96 ont fait penser à l'opposition qu'elle pouvait à nouveau espérer gagner des élections importantes, c'est-à-dire les législatives. Les législatives. Sauf qu'après ces événements, sans te couper, il y a eu que le pouvoir a décidé de la refonte des listes électorales. Voilà. Avant les élections de 97. Voilà. Même liste et 97, de 96, donc, on va retourner à Yaoundé. 97. Voilà, et 97, il y a donc eu les législatives, où il y a eu un certain nombre de partis qui n'étaient pas aux élections du 1er mars, qui ont donc pu entrer à l'Assemblée nationale, d'ailleurs. Alors, professeur Aboya, on revient à vous. Compte tenu du temps, on va aller peut-être un peu plus vite. Ce qu'on va faire, évidemment, après 97, les présidentielles, il y a eu cette période de 97 à 2011, changement de la Constitution et bien d'autres. Mais il y a surtout 2011 et la suite, jusqu'aujourd'hui, avec la crise anglophone qui est apparue. Mais on a eu comme le sentiment que le SDF, radical à l'époque, qui a connu quelques moments de joie avec les élections municipales, est rentré dans les institutions, l'Assemblée nationale et puis après le Sénat. On a eu le sentiment que le SDF, ces dernières années-là donc, qui s'est plongé dans une forme de collaboration. Je ne veux pas utiliser le terme, mais c'est un peu ça qu'on dit. Est-ce que ce changement-là, justement, dans la stratégie, dans la vie du SDF, n'a pas été pour affaiblir, qui c'est peut-être la position de son leader aussi, Frundi? Il faut avouer que le SDF a commencé à sentir beaucoup de difficultés à continuer le combat avec la même intensité, en gardant le radicalisme dans ses rapports avec le pouvoir, notamment en refusant, quels que soient les cas, de partager certaines convergences, voire certaines discussions avec le parti au pouvoir. Et donc, la période que vous situez va très loin, puisqu'en 1997, il y a eu la création de cette plateforme que les gens, qu'on appelle ça les rencontres de Bankolo, où quelques membres influents du parti au pouvoir et du SDF se rencontraient pour échanger sur un minimum de convergence dans la mise en place des correctifs qui pouvaient donner des avis partagés dans la marche du Cameroun. Mais naturellement, en 2004, notamment à la présidentielle de 2004, le SDF lui-même va se fragmenter puisque à la convention du SDF, au congrès du SDF qui est organisé à Bamenda, pour l'investiture du candidat du SDF à la présidentielle, il y a Ben Mouna qui vient challenger John Frundi. J'y étais justement avec Ariel Tekwe, nous avons assisté à ce congrès où John Frundi a littéralement battu Ben Mouna à cette investiture, de même que Nokti Tchoupago qui était également l'un des candidats à ce moment-là. C'est là où naît déjà l'AFP et c'est là où naît justement un nombre important de départs, dont Chrétien Tabeti, dont Maïdari Sadou, qui vont créer l'AFP. Et le SDF commence justement à sentir la nécessité de réajuster son combat politique vers des perspectives qui pourraient lui permettre de durer au moins dans le temps.
Donc la rentrée dans les institutions n'était pas en tant que telle une mauvaise chose. La rentrée dans les institutions à travers les élections était quand même une prise en compte d'un certain nombre de pesanteurs qui ont structuré les difficultés avec lesquelles il a dû affronter une longue période de parti au pouvoir sans jamais remporter une élection suprême qui est la présidentielle. Le SDF a été présent à l'Assemblée nationale et a réussi à avoir le groupe parlementaire a occupé certains postes comme la vice-présidence, comme les questions et puis les postes de secrétaire. Donc il a eu à partager exactement les mêmes postes que le parti au pouvoir, mais en nombre inférieur, et rendant ainsi quand même sa viabilité au niveau des institutions très difficile, mais acceptable. Dans la mesure où il a accepté de mener le combat, non en dehors des institutions, mais à l'intérieur des institutions, pour progressivement gagner en expérience dans la gestion du pays, puisque des critiques s'abattaient sur la personne de John Frondi comme quelqu'un qui ne pouvait pas diriger l'État en tant que président sans jamais se frotter à la gestion des affaires publiques. Peut-être pour finir, comment justifier justement que tout ce temps-là, le SDF n'a pas accepté de rentrer, le SDF Sofrondi n'a pas accepté de rentrer par exemple au gouvernement? Simplement parce que nous ça a été un point extrêmement important qui n'a pas fait l'unanimité à l'intérieur du parti. Parce que quand on lit les différentes résolutions du NEC et même les avis des membres influents du parti, notamment ceux qui étaient dans le groupe des Founding Fathers, il n'était pas question justement d'aller jusqu'à entrer dans le gouvernement, ce qui signifiait pour les classiques du parti une sorte d'absorption progressive du SDF par le parti au pouvoir. Et c'est pour cela qu'il n'a jamais pu, parce que la décision ne dépendait pas en tant que telle seule du SDF, mais dépendait aussi des avis des gens, des membres influents du SDF qui ne voyaient pas, qui n'entrevoyaient pas cette perspective pour la suivi du parti. D'accord. Vous allez peut-être ajouter, Moïse? Peut-être pas ajouter, mais réagir, parce que je m'interroge si c'est le militant qui parle ou c'est simplement l'universitaire. Je ne partage pas entièrement cela. Pourquoi? Parce que le SDF a réussi à remporter la mairie en 1996 et comme je l'ai dit, le pouvoir en tire toutes les conséquences, les leçons, et en 1997, le pouvoir va procéder à cette refonte au niveau national et électoral. Et je dois dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est la liste de 1997 que nous utilisons. Ce qui veut dire que malgré tout, le SDF va quand même, et depuis janvier, est présent dans les institutions communales et parlementaires sans jamais discontinuer. Il faut le reconnaître. Mais si John Frondi commence à être mis comme en minorité, c'est qu'à l'intérieur de son parti, parce qu'au moment de la conception du parti, ici cela a été dit, John Frondi n'y est pas, ou alors il y est, mais ceux qui pensent le parti sont là, et à un moment, on va commencer à dénoncer en lui, dans tous les cas, il y en a qui vont commencer à remettre en cause sa formation académique, par exemple, son statut dans l'association de petits libraires. Il commence donc à estimer que ce leadership-là est dépassé. Voilà pourquoi il va commencer à être comme mis en minorité. Et pourtant, John Frondi, lui, il reste focus sur la conquête du pouvoir suprême parce qu'il pense que le changement, d'après lui, devrait être par le haut. Et les textes du SDF jusqu'à aujourd'hui sont formels. Le SDF ne peut rentrer dans un gouvernement que dans un gouvernement de transition. C'est bien écrit. Alors la transition, il faut la décréter, il faut qu'elle soit constatée et donc que les mécanismes de la transition soient mis en place. John Frondi est resté focus sur cela alors qu'effectivement, peut-être à un moment certain, parce que c'est des fonctionnaires
pour la plupart, je passe sous le contrôle de ma mère Arlette Ekouéji, qui ont pensé le parti et qu'il y en a qui commençaient à vouloir goûter aux retombées de leur activité. Et il faut le dire, vous allez regarder le cursus de nombre d'élus du SDF à ce moment, et c'est des personnes, des non-nîmes pour la plupart, mais qui ont été propulsés devant la scène. Il y en a qui sont allés jusqu'à être députés, à être sénateurs, à être des maires, et qui n'avaient pas encore, qui ne s'est pas encore frotté à ce genre de standing. Cela a posé des problèmes. Ils se sont contentés, pour certains, de faire comme toute l'élite aujourd'hui au Cameroun, c'est-à-dire ils se sont embourgeoisés personnellement au détriment du parti qui devrait essayer d'implanter suffisamment ou simplement à faire comprendre aux militants qui étaient le lot, la grande majorité de leurs électeurs, pour venir effectivement permettre à ce que ces militants ressentent ce que, les retombées de leur combat. Et aujourd'hui, c'est cette rupture que nous sommes en train d'opérer, et ce constat a été fait depuis un certain nombre d'années avec Nidjon Frogui qui est en train de partir pour donner de nouvelles perspectives à l'action de notre parti. C'est donc dire que nous sommes dans un domaine où j'épouse totalement ce que a dit le président Sambaka, qu'il faudrait que l'opposition se parle. Il faudrait que l'opposition se parle, mais alors, entre guillemets, quelle opposition? Quand nous savons que le pouvoir lui-même en place crée des partis comme, c'est pas moi, ils saucissonnent. L'opposition dans sa stratégie, tous les jours, l'opposition est saucissonnée. Le MINAT n'arrête pas de valider la création des partis politiques dont la taille, je ne sais pas, à l'évidence, ne correspondrait même pas au nombre de personnes autour de cette table, mais c'est des partis qui existent. Et donc, quelle est cette opposition qui aura 300 leaders de partis politiques qui se retrouveraient facilement et donc pourraient discuter convenablement? Et là, j'interpelle davantage l'observateur que vous êtes. Au-delà des années qu'on a citées, les derniers combats de John Frondji, il y a d'abord eu cette question de la crise anglophone en 2016, où le SDF a pris des positions claires, qui a demandé à ceux qui ont pris les armes de les déposer et puis de venir au dialogue. Le SDF a participé au grand dialogue national. Et puis il y a eu à l'interne ces changements, ces transitions qui aujourd'hui, on attendait d'ailleurs, ils attendent le congrès. Frondji avait décidé de ne plus se représenter et ouvrait la porte comme ça à son premier vice-président, Joshua aussi, mais qui lui fait face à une forme d'opposition interne dont la tête de proue peut être considérée comme Jean-Michel Détieux. Dans ces actions, dans ces derniers combats, quelle analyse faites-vous du rôle et du leader du SDF? Je crois que d'abord, sur la crise anglophone, je pense qu'il a eu une position assez mitigée, mais à la fin très claire, sur le fait qu'on ne pouvait pas admettre la sécession du pays. Absolument. Et que les activistes armés devraient déposer les armes pour venir négocier et voir dans quelle mesure régler cette question, parce que c'est une question politique. Au début, c'est que nous l'avions dit, je crois d'ailleurs c'était sur votre plateau. Par la suite, il y a eu comme un défaut de perspective de la part du chairman. C'est-à-dire qu'en définitive, les militants étaient un peu déboussolés. Ils ne savaient plus très bien vers où le SDF allait. Parce qu'en fait, le SDF a eu affaire à un recrutement massif d'intellectuels. Vous avez vu des avocats, des médecins, ceux qui sont entrés. Donc vous voyez la communication d'ailleurs du SDF ces derniers temps. Vous voyez que le niveau d'intervention est un niveau extrêmement élevé, quoi. Et effectivement, comme vient de le dire mon prédécesseur, cette nouvelle intelligence au SDF s'est heurtée à l'entourage immédiat du chairman, qui n'étaient pas nécessairement des gens qui, n'est-ce pas, avaient fait les mêmes parcours scolaires, universitaires ou économiques et social. Et donc, le SDF s'étant senti sevré d'un certain nombre de financiers, parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, le SDF était financé par des grands acteurs économiques.
À un moment donné, compte tenu des conflits à l'intérieur du parti, ces acteurs économiques, depuis le congrès de Bamenda, se sont retirés. Et le SDF s'est senti dans une obligation, c'est-à-dire d'aller vers les institutions là où il y a l'argent. C'est-à-dire les députés, les sénateurs, puis les réunions. Parce que quand vous avez un parti politique qui a quelques députés et quelques sénateurs, il y a un financement public, etc. Et les honneurs de la République aidant, et la maladie étant là, il a été obligé, n'est-ce pas, de faire des concessions que beaucoup de ces militants ne comprenaient pas. Beaucoup de ces militants ne comprenaient pas. D'où cette fronde en interne qui s'est installée et qui s'est accentuée lorsque il a voulu créer son dauphin. Quand il a décidé de son dauphinat, et il faut le dire sans consulter personne, les plus actifs, n'est-ce pas, du parti à l'extérieur ont dit mais c'est pas possible. De toute façon, c'est une question qui doit se régler au Congrès. Celui qui veut remplacer le chairman doit se présenter au Congrès et se faire élire. C'est là où on a vu une mise en place d'un mécanisme juridique d'élimination de tous les concurrents imaginaires et possibles. Le 8-2 s'est abattu à gauche, à droite sur les membres du parti, parfois même sur des anciens respectés. Et puis finalement, on a créé ce que moi j'appelle un fauchisme, n'est-ce pas? Un peu comme au GICAM, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants de la maison ont décidé qu'on ne laisse pas passer ça. On ne quitte pas le parti, on ne va pas dans notre parti, on va se battre pour les idées du parti. D'où les deux tendances, vous savez, ils ont dit, nous faisons partie du SDF originel, face au nouveau SDF collaborateur du pouvoir. Et c'est dans cette perspective-là qu'on attendait voir le chairman reprendre des forces de santé pour remettre la balle au centre. Malheureusement, le temps lui a manqué. Et il laisse, par son passage à l'audience éternelle, il laisse un parti éclater. Je crois que nous sommes il faut observer les choses simplement. Moi, je suis membre d'aucun parti politique. Mais je dis, quand j'observe le SDF aujourd'hui, il n'a plus rien à voir le SDF des années 90. Et quand je vois ce SDF aujourd'hui, je me demande quelle est la véritable perspective pour le SDF. Est-ce que le congrès que vous avez prévu pour le 29 va avoir lieu? C'est une question qui taraude tous les esprits. Quand j'ai vu la réaction du premier vice-président ce matin, ça, c'est la toute première réaction. Bon, je me suis dit, mais normalement, l'homme qui est chargé de prendre les rênes du parti, immédiatement, il devait annoncer rapidement la tenue d'un nec pour régler immédiatement les obstacles, n'est-ce pas, du chairman et marquer, n'est-ce pas, sa nouvelle ligne politique. Il n'est pas obligé de faire comme le chairman. Il n'est pas obligé. Et je pense que si, dans le contexte actuel, pour éviter, parce que vous savez, une fois que vous êtes devant le juge, personne ne sait quand les affaires vont se terminer. Regardez au cadre du PC. Ils sont devant le juge. Mais ça va mettre 5, 10, 15, 20 ans en fonction des oppositions qu'ils trouveront. Et on va avoir un parti qui va ressembler, dans les mois à venir, s'il n'y a pas une initiative de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, de faire la paix, parce qu'il faut faire la paix. On ne peut pas se départir des forces d'une intelligence aussi forte. Parce que parmi ce qu'on appelle le G27+, là, il y a quand même des grosses têtes là-dedans qui ont donné au SDF dans l'opinion une idée très forte d'un parti qui a su se réarmer intellectuellement, moralement et idéologiquement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a comme le sentiment que les débats qui apparaissent comme officiels au SDF sont des débats de positionnement et des débats d'accaparement de biens et d'argent. Et je pense que les dirigeants aujourd'hui, s'ils veulent avoir un espoir, une espérance de retrouver une place puissante dans l'opinion de ce pays, il faut qu'ils fassent le consensus à l'intérieur du SDF d'abord et quitter les tribunaux. Vous savez, les tribunaux, c'est comme la guerre. On sait quand on la commence, mais on ne sait pas quand on va la finir. Absolument. Donc, pour moi, je dis que même pour la mémoire du défunt, je crois que le SDF a besoin de se renouveler par lui-même. D'accord. Alors, Sambaka, là, on rentre dans la question de l'héritage véritable. Aujourd'hui, il y a de nouvelles forces politiques, de nouveaux partis qui ont émergé, le PCRR, le MRC, d'autres mouvements qui continuent à voir le jour, à part de Célestin Djamène, bref, des personnes qui, à
à l'époque, il y a 30 ans, 33 ans, jouaient peut-être des seconds rôles qui aujourd'hui sont au devant de la scène, alors que le SDF est en train de vivre ces mutations-là. De ce point de vue, quel est l'héritage que John Frondi laisse à la classe politique camerounaise en son ensemble au-delà de son parti politique? Votre question est très très difficile. Parce qu'en réalité, John Frondi s'en va sans avoir tiré les leçons. Les leçons, c'est quoi? 90, 91, 92, on a une opposition solide, intelligente, stratégique. Et qu'est devenue cette opposition? Pourquoi elle était forte? Alors, vous prenez les avantages, vous mettez de côté. Et vous voulez arriver où? Nous avons une opposition fragmentée, où les gens ne savent que se piétiner, au grand bonheur de ceux qui gouvernent. Et personne, je dis personne n'arrivera. C'est pour cette raison que je disais à ma grande sœur Ariette Ekwe l'autre jour quand j'ai discuté avec elle, que l'heure n'est pas à l'alternance, c'est à l'alternative. Qu'est-ce qu'on bâtit ensemble pour changer ce pays? Parce que le vent de l'Est est passé, il ne va pas revenir. C'était le contexte de l'époque. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer avec les divisions. Il faut changer le Cameroun, mais il faut changer profondément le Cameroun. Avec un programme, avec une nouvelle fondation. Mais il faut la créer, les intelligences ne manquent pas. En 92 déjà, 91, l'opposition a brillé par l'intelligence. L'opposition brille par quoi aujourd'hui? Par des discours haineux. Se piétiner. Et vous voulez qu'on arrive où? C'est ça le problème fondamental. On change de paradigme, on se rassied, on ouvre aux syndicats, on ouvre aux associations, on ouvre au corps des métiers, parce qu'il faut fondamentalement changer ce pays. Si nous ne faisons pas cela, nous ne voulons pas du bien au Cameroun. On ne fait pas la compétition entre partis de l'opposition alors qu'on n'est pas encore arrivé à un consensus. Fabriquons ce consensus. Après, on fera les compétitions. Parce que le pouvoir en place a compris que l'opposition était intelligente et ils se sont entourés. Ils en ont les moyens. Ils en ont les moyens. Et aujourd'hui, l'opposition est ridicule. Il faut le dire. Parce que l'opposition a laissé son vrai combat et s'est mis à faire le combat de l'intérieur. Ni John Frondi a participé à la montée de l'opposition, mais aussi à sa déroute. Parce que c'est depuis ce temps que les partis politiques de l'opposition se battent pour être le leader de l'opposition. Dès que le SDF baisse comme ça, on dit « Ah, il n'est plus le parti il n'est plus le leader de l'opposition. » C'est tel autre qui est le leader de l'opposition. Ça mène où, le Cameroun? Ça fait gagner quoi? Être le leader de l'opposition. Donc il faut changer de paradigme, il faut revenir aux fondamentaux, voir ce qui nous a fait gagner à l'époque, parce qu'on a arraché cette victoire en 92. Mais il faut voir qu'est-ce qui nous a fait gagner, mettre les intelligences, dialoguer, se parler. Parce qu'il y en a qui sont arrivés aujourd'hui et qui ne savent même pas ce qui s'est passé. Hein? Parce que les historiens n'ont pas écrit. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous qui avons vécu ça, quand nous voyons comment est-ce qu'on va à la dérive, on pleure. D'accord. Alors, Ariette Ekwe, une dimension de Frondi qu'on n'a pas évoquée, ou qu'on évoque très peu souvent, c'est son action au niveau de l'international socialiste. On a vu son rapprochement aussi bien avec le PS en France que le parti de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. De ce point de vue également, est-ce que Frondi, on ne peut pas peut-être le dire de façon déterminée, ne s'est pas toujours positionné comme un leader au-delà du Cameroun? Un leader, donc on parle de panafricanisme aujourd'hui, mais je ne veux pas le prendre dans le même sens, mais je veux dire que un homme politique camerounais qui a pu avoir des appuis et une influence sur le plan africain. Oui, d'autant plus que quand le chairman reçoit sa première convocation, sa première invitation envoyée par Tanor Dieng, qui était chargé de voir la nouvelle scène africaine, l'émergence des partis socialistes, sociodémocrates, parfois même communistes,
Quand on l'invite, il est très méfiant et il me fait venir, il me dit voilà, j'ai reçu une invitation, M. Tanordien, international socialiste, qui s'occupe donc des partis africains. Et tout de suite, il me dit ah, c'est comme ça qu'on a tué Moumié, moi je ne veux pas bouger. Je lui dis non, au contraire, il faut y aller parce que tu vas te faire un réseau extraordinaire. Tu vas rencontrer les patrons du Labour, du parti allemand, etc., le parti socialiste français, les partis grecs, etc. Tu vas voir, c'est une immense entrée que tu vas faire. Et il en a vraiment bénéficié. Il a connu la DEMA quand ils étaient au pouvoir au Mali, il a connu Abdou Diouf, qu'il a rencontré aussi parce que c'était un des piliers, le PS sénégalais, un des piliers de l'international socialiste en Afrique, et ça lui a donné un réseau extraordinaire. Maintenant, est-ce qu'il a su en profiter? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, sur le pays, est-ce qu'il y a... C'est à désespérer de la politique au Cameroun. Je dis non, il faut être plus prudent. Il faut être plus prudent parce qu'il arrivera un moment où le peuple va dire qu'il y en a marre. Entendez-vous, on a envie que vos programmes ou votre programme arrive aux affaires. Et peut-être que c'est même ce peuple-là qui va pousser les gens à s'entendre. Il y a des moments dans la vie politique où tout paraît difficile. Je vois nos PCRN, Camto, qui se moquent un peu de l'autre opposition, l'ancienne, qui n'a pas pu vaincre et qui est donc vraiment à désespérer. C'est vraiment, nous, on va faire mieux. Et ils n'arrivent pas à bloquer une rue à Douala. J'ai demandé au président Camto, ce n'est pas comme ça qu'on bloque une ville. Si tu veux savoir, tu viens, on parle. Je ne te dis pas ça au téléphone. Mais l'opposition de 90-91 a pu mobiliser toute la société camerounaise. Les sauveteurs, les taxis, les transporteurs interurbains, tous, les market women, les associations de commerçants, par exemple de la ville de Douala, des marchés de Douala, tout ça, c'est une mobilisation qui a été très forte. Et moi, je ne pense pas que ce soit totalement disparu, que ce soit parti. Parce qu'il y a derrière nous des peuples qui veulent s'en sortir, qui veulent un peu d'espoir, une lueur. Et peut-être que c'est eux qui vont pousser les leaders à s'entendre et à refaire ce qu'ils ont fait. Je suis persuadé qu'il va arriver un moment où les Camerounais vont dire que bon, maintenant, ça suffit. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Nous voulons savoir. D'accord. Alors, Moïse, avec vous, on va peut-être évoquer la suite désormais. Frondi n'est plus là, le SDF est en préparation d'un congrès. On peut dire que de fait, pour l'instant, le premier vice-président sur cet intérim, jusqu'à certainement ce congrès. Comment vous vivez la suite en interne? Mais avant que de répondre à ta question, je voudrais dire, parce que le bâtonnier l'a évoqué, ici, au sortir de notre dernière réunion du NEC, nous n'avions pas attendu que le chairman passe l'arme à gauche pour fixer la date du prochain NEC. Nous avons une date déjà arrêtée, et sous réserve de la convocation imminente par Madame la camarade secrétaire générale, nous avons un NEC qui est prévu le 24 de ce mois, le 24 juin. Donc ça n'a pas attendu. Et puis le vice-président chez nous ne convoque pas le NEC, ne convoque même pas le congrès. C'est des actes d'après les textes qui sont dévolus. Réserver la compétence de la secrétaire générale, c'est vrai, après consultation du président national.
Je veux réagir un peu à ce que disait le président Sambaka. Je l'ai souvent dit personnellement, l'opposition n'est pas un parti politique. L'opposition n'est pas un parti politique. Moi, je considère jamais cela. Le pouvoir même n'est pas un parti politique. Il y a un parti politique qui s'appelle SDF, un parti politique qui s'appelle UPC, un parti politique qui s'appelle RDPC. Et donc, les gens se mettent à travailler. Quand vous commencez à évoquer le socialisme, l'extrême droite, la gauche, etc., à un moment, le commun des Camerounais ne comprend même pas ce vers où on va, mais tout le monde va dire élévation du standard de vie des populations, amélioration des conditions de vie des populations, etc. Tout ça, là, ça se retrouve parce que c'est la population qui est au centre de l'action des uns et des autres. Pour dire que il ne faut pas désespérer de la politique au Cameroun. C'est une affaire de génération. Les Oumiobe et autres ont fait leur temps. Et après les indépendances, il y en a qui sont arrivés, Neswandje et autres sont arrivés. Paul Biya est arrivé avec ces hommes. Et chacun à un moment de la vie, eux, ils sont spécialisés dans le détournement des fonds publics, etc. Ça, c'est ça. Mais nous avons également que maintenant, une autre génération va arriver. John Fundi est arrivé avec le combat pour le retour aux libertés et la promotion des droits humains. Maintenant, est-ce que nous devons nous arrêter là? On dénonce la gouvernance, nous allons continuer. Pour ce qui est du SDF, pour répondre à ta question, le SDF, pour le moment, a commencé, et ça c'était sous l'impulsion du chairman qui s'en va malheureusement depuis un certain nombre d'années, à envisager un certain nombre de perspectives. Et engagé donc sur cette voie de réforme, le SDF a décidé cette fois-ci de procéder un peu comme par l'inverse. Avant, au sein du SDF, on allait au Congrès. Et c'est au lendemain du Congrès qu'on allait faire les opérations de renouvellement des organes de base. Parce que, par exemple, pour parler de l'honorable Ninche, quand il arrive par le Congrès directement avec le RAP, il est fait 4e vice-président au Congrès, il revient à la base, il n'y a pratiquement pas d'élection, il est porté à la tête de la région, mais cette fois-ci le SDF a décidé de commencer d'abord par la base et nous sommes en train d'avancer pour aller vers le Congrès. Et c'est là où nombre de ceux-là qui sont, entre guillemets, qui se passent pour être des grands militants, tout au moins des militants d'un certain rang social, quand on leur demande que chacun montre la cellule dans laquelle ils militent, ils en sont presque incapables. Ils sont donc complètement opposés à cette façon de faire. Et le NEC a pris sur lui de procéder de cette manière, et c'est ce qui nous mène à tous ces couacs, entre autres, que vous entendez au sein du parti. Donc, les perspectives, c'est que nous continuons avec ces opérations sereinement. Nous avons des dates qui sont fixées, des deadlines, par exemple, que toutes les régions doivent avoir terminé avec la tenue des conférences régionales le 18, donc samedi prochain. C'est une résolution du NEC. Maintenant, avec un cas de force majeure comme celui qui vient de nous frapper, pour lequel la nation camerounaise toute entière se sent concernée, d'ici demain, nous aviserons. Nous avions un certain nombre d'événements fixés aujourd'hui. Ceux qui ont suivi qu'au niveau de la Damawa, par exemple, il y avait une conférence régionale lective. Aujourd'hui, l'ordre a été donné que cela soit fait. Cela a été fait, je crois qu'il y en a une autre qui est prévue demain. On ne peut pas arrêter cela, mais il est vrai que nous sommes en deuil. Donc nous avons un cap, nous avons un calendrier d'activité qui est arrêté et qui n'a pas attendu que John Fundi s'en aille. Il nous reprochait de savoir s'il venait à décéder, allons-nous bloquer le parti parce qu'il est décédé, ou alors nous devons continuer. Moi, je crois qu'il faut que les jeunes, nous avons un problème, président Sambaka, aujourd'hui. D'accord. Nous avons un problème, peut-être si tu me permets une minute, nous avons un problème de trouver des jeunes, tout au moins de nouveaux leaders.
C'est-à-dire que vous allez voir dans tout ce problème, parce qu'il y a certains partis qui sont des excroissances, entre guillemets, du SDF aussi, ou alors c'est des anciens militants du SDF qui sont allés créer ce nombre de partis. Donc aujourd'hui, nous avons un problème. Vous trouvez des gens, vous trouvez des jeunes, ils sont nombreux là-dehors, nous en discutons, ils sont avec eux, avocats, fonctionnaires, hommes d'affaires, ils sont entre guillemets de la classe dite moyenne, mais ils ne s'intéressent pas carrément à la chose politique et donc ils laissent carrément libre cours à ce que le pouvoir, entre guillemets, continue à faire ce qu'ils savent faire et puis... On va terminer avec vous à Yaoundé, professeur Aboya, sur l'héritage politique de John Frondi à la classe politique camerounaise. Je pense que John Frondi a corrigé quand même une perception que l'opposition avait et a toujours entretenu, qui veut que les stratégies ne tiennent pas compte des capacités des forces d'en face, notamment du parti au pouvoir, qui a toujours été négligé dans les stratégies des uns et des autres. Parce que les stratégies qui sont souvent menées du côté du Douala, notamment du côté des états-majors des partis d'opposition, c'est comme si le parti au pouvoir n'existait pas et qu'il fallait directement cueillir le pouvoir qui traînait. Et je pense que John Frondi a eu l'intelligence de comprendre que la politique n'est pas que ça. La politique n'est pas que compter sur ses propres forces, mais c'est de tenir compte aussi du terrain politique. Or, le terrain politique a complètement changé. Nous ne sommes plus dans les années 90. Nous ne sommes plus au début du foisonnement des partis d'opposition. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où le parti au pouvoir a reconquis les places laissées par l'opposition un peu partout où le SI avait été implanté, et il va falloir aller le déloger en tenant compte de son ancrage actuel. Mais davantage, John Frondi a compris que la politique, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la guerre, et a essayé, tant qu'il a pu, d'éviter la guerre dans son pays, et ce qui lui a rendu un coup fatal, notamment les violences dans les régions anglophones, qui ont contribué également à freiner l'ancrage du SDF dans ces régions. Donc, dialoguer en politique, dialoguer et accepter les règles de la démocratie, c'est une force exceptionnelle qu'a pu intérioriser John Frondi, et que les générations futures auront intérêt à intégrer dans les combats à mener pour la démocratisation du Cameroun. Merci infiniment à vous, professeur Aboya, qui est resté au téléphone depuis Yaoundé pour évidemment apporter du veau dans l'analyse du politologue au cours de ce programme. Vraiment, sincèrement, merci également à tous ceux qui sont sur le plateau. Moïse Ngan, Guédiol, merci. Le président Cyril Sambaka, merci également infiniment. Henriette Ekoué, merci. Le bâtonnier et non moins défenseur des droits de l'homme, maître Charles Tchungan, vraiment merci infiniment. Vous avez été pris au pied levé, mais vous avez accepté et tenu pour le plaisir des téléspectateurs de STV et des Camerounais, partager ce moment fort de l'histoire du Cameroun. Merci à vous à la maison également d'avoir suivi cet autre hommage. Évidemment, nous transmettons toute notre émotion à la grande famille du SDF, de l'opposition camerounaise, et qui s'est peut-être des Camerounais à la suite de la perte d'un homme charismatique, un leader, un opposant déterminé jusqu'au dernier souffle. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table. Merci, prof.